Qui va vous convaincre? Votre rendez-vous jusqu'à 21 h, 4 personnalités, 4 points de vue, 90 secondes chrono pour convaincre. On va voir ce qui va se passer ce soir. Nous sommes avec Rafik Smati, chef d'entreprise, homme d'affaires. Vive Elon Musk, le patron de Tesla, entrepreneur de talent, l'homme qui ose et qui réussit. On manque d'Elon Musk en France. Le monde a besoin d'Elon Musk. Thérèse Argot, sexologue, philosophe, avec nous aussi. Les récentes affaires de pédophilie, d'inceste, c'est aussi le procès d'une époque. Et on remonte le temps jusqu'à mai 68. Alain Duhamel, éditorialiste politique, sur la ligne de départ potentielle pour 2022. Qui pour incarner la gauche? Où est passée la gauche? Et puis Camille Etienne, militante écologiste. Le président Macron ment lorsqu'il se félicite de la baisse de 1,7% des émissions de gaz à effet de serre en 2019 en France. Et qui va vous convaincre? On commence ce soir avec Elon Musk, dirigeant créateur de Tesla, de SpaceX, 50 ans. Il pèse 180 milliards de dollars. Le monde, les marchés financiers guettent ses moindres faits et gestes, paroles. Elon Musk, il veut inspirer. Et d'ailleurs, il le disait lors du lancement de SpaceX le mois d'août dernier. Faites en sorte que les enfants soient enthousiastes, vouloir porter cette combinaison spatiale, vouloir voler, aller en orbite, aller sur la Lune, aller sur Mars. Raviver le rêve de l'espace et faire en sorte que les gens de tous horizons, jeunes, vieux, s'enthousiasment pour l'avenir. Tous ceux qui ont en eux l'esprit d'exploration devraient aimer ce qui se passe aujourd'hui. Elon Musk, un exemple à suivre. Elon Musk, le monde a besoin de génies créatifs comme lui. Rafik Smati, 90 secondes chrono pour convaincre. Quel exemple! Quel exemple de la part de Elon Musk qui est peut-être l'homme le plus riche du monde, mais pour autant qui n'est pas un salaud de patron, rivé sur le court terme et cupide. Elon Musk qui en fait bien plus pour l'avenir de l'humanité que la plupart des dirigeants politiques de la planète. Elon Musk, vous l'avez dit, c'est Tesla qui a donné une impulsion majeure au marché du véhicule électrique dans le monde. C'est SpaceX qui a inventé une révolution, des fusées qui reviennent sur Terre. Ça a diminué les prix par 10. Et du coup, Ariane a des soucis à se faire. C'est un homme qui est engagé pour la protection de l'environnement. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il a décidé de mettre sur la table un chèque de 100 millions de dollars pour quiconque l'aiderait à mettre en place une technologie qui permettrait d'absorber les gaz à effet de serre. Et vous savez quoi? Je prends le pari qu'il le fera. Voyez-vous, Elon Musk, à mes yeux, est à des années-lumière de l'idée qu'on se fait du milliardaire. C'est un homme qui, certes, a une grande fortune, mais qui est composé uniquement du patrimoine de ses boîtes. Certes, il a gagné de l'argent en vendant d'autres boîtes, mais il a tout réinvesti dans ses business. Les dividendes, il n'en a jamais pris parce qu'il regarde l'avenir. Il est à l'image de ce qu'est un entrepreneur, avec la prise de risque, avec un engagement personnel, avec une vision à long terme. C'est valable pour Elon Musk, le milliardaire, mais c'est aussi valable pour les millions d'entrepreneurs que compte notre monde et que compte notre pays. Alors, j'ai envie de le dire ici haut et fort, stop à l'entrepreneur bashing, vive les entrepreneurs, c'est eux qui créeront le monde de demain. Et vive Elon Musk, 90 secondes imparties à Rafik Smati, d'accord avec lui, on y va, place au débat, Camille Etienne. Alors, en tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup fait rire quand il a annoncé 100 millions pour quelqu'un qui réussit à stocker le carbone dans les sols. Félicitations, il vient d'inventer la forêt. Des arbres font ça depuis des millions d'années. Donc en fait, moi ce qui me dérange avec ce genre de personnalité, c'est sa vision totale dans l'humain, le transhumanisme. L'humain va réussir, le progrès, la technologie va sauver le monde. Et parfois aussi peut-être le manque d'humilité de se dire il faudrait parfois qu'on ose regarder ce que fait la nature et qu'on ose faire moins. Typiquement avec cette question du stockage du carbone dans les sols. Ouais, donc Elon Musk n'est pas un exemple à suivre. Non, je pense qu'il a fait en plus des choses pas terribles au niveau des travailleurs, il y avait toute une question de sabotage en Californie sur l'union que pouvait créer pour se protéger aussi parfois de ce partenariat. Et c'était il y a des articles intéressants là-dessus. Vous demandez à n'importe quel travailleur américain s'il rêverait de bosser dans l'une des entreprises de Elon Musk et vous verrez ce qu'ils vous diront. Vous savez quel est le salaire médian chez Tesla par exemple? C'est 50 000 $. C'est 4 500 € par mois. Quand en France, on est à 1 800 € de salaire médian. Donc, vous dites quelque chose de partiellement juste. Oui, il y a un brin de folie chez Elon Musk. Évidemment, il y a un brin de folie. Mais c'est une folie qui est créatrice. C'est une folie qui apporte quelque chose. Citez-moi un projet d'Elon Musk, un seul, qui a capoté, qui n'a pas marché, dans lequel il s'est planté. Un seul. Moi, je n'en connais pas. Alain Duhamel, vive Elon Musk, le génie Elon Musk, on a besoin d'Elon Musk? Moi, je ne suis pas pour le bashing des entrepreneurs par principe. Mais j'ai 2-3 petites questions à vous poser quand même sur votre idole.
D'une part, quand il dit qu'il voudrait envoyer 1 million de terriens sur la planète Mars, ça vous paraît quelque chose de raisonnable ou bien est-ce que ça relève, disons, d'une certaine extravagance? C'est très loin des préoccupations du terrien mortel évidemment. Plusieurs fois. Mais il est dans une vision philosophique que je trouve extrêmement intéressante, qui consiste à dire que ce qui a fait l'humanité de tout temps, c'est l'idée qui consistait à dire qu'il y avait un horizon qui était infini, et qu'il fallait pouvoir aller loin et regarder loin. Et pourtant, les ressources planétaires sont limitées, et ça, ce serait temps de le prendre en compte dans ces innovations, justement. Oui, mais précisément. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et autres, la Terre est en train de se transformer symboliquement en une planète Mars, et le rêve de Elon Musk, c'est de transformer la planète Mars en planète Terre. Donc c'est idéologiquement extrêmement puissant. Oui, bon, enfin peut-être intellectuellement assez audacieux. Ma deuxième petite question, c'était, il a été pris en flagrant délit de mensonge à la bourse. Est-ce que ça vous paraît quelque chose de, disons, de moral, d'acceptable de la part d'un très très grand patron dont tout le monde regarde de très près les agissements? Non, absolument pas. Vous faites allusion à quand il a dit qu'il envisageait de retirer son titre de et il Tesla a en été bourse. établi que c'était une manœuvre. C'était une manœuvre mensongère. C'est une grosse bourde, et il a payé une amende pour ça. D'accord, c'est une bourde. Non, mais d'accord. Et alors, troisièmement... je tiens à dire quelque chose, à rectifier un mot important. Ce n'est pas mon idole. Je ne suis pas là pour dire le bien et le mal. Je dis juste que on a sur la table. Ça n'est pas votre adversaire. Non, certainement pas. Et toute proportion gardée en plus. Mais en plus de ça. On en est tous là. Mais quand on a quelqu'un qui fait des choses extraordinaires, qui abat des frontières, et qui pousse l'humanité vers quelque chose de nouveau, eh bien c'est extrêmement intéressant. Et puis alors, dernière petite question, là vous pouvez répondre encore plus brièvement. Quand le Covid a commencé, et qu'il a exigé de ses salariés, effectivement bien payés, qu'ils viennent tous en disant « c'est pas dangereux », est-ce que ça vous paraît un peu excessif? Ah bah c'est absolument excessif. Moi j'ai fait l'inverse dans ma boîte. Donc je ne le fais pas. Bah évidemment. Bon, bah évidemment, j'aime mieux que vous le disiez. Évidemment, non mais ce n'est pas un chèque en blanc. Non mais j'aime mieux que vous le disiez. Rendre à César ce qui appartient à César. Thérèse Argot. César, c'est trop. Je vous rejoins pas mal dans votre enthousiasme et je voudrais juste partager ce petit témoignage d'une maman d'un garçon de 15 ans et à la faveur de ses expériences. Eh bien, j'ai vu les garçons de 15 ans, là, dans sa classe, qui étaient enthousiastes et qui parlaient de ce projet-là. Et ça les a fait rêver. Et moi, je pense que c'est fondamental que cette jeunesse, elle rêve, elle soit inspirée par des modèles. Alors, en même temps, elle rêve. Et puis, vous savez quoi? Ils ont 15 ans, ces gamins. Ils avaient un débat sur le WhatsApp de classe en disant... Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, ces essais en termes d'écologie? C'est-à-dire qu'ils sont à la fois, comme vous le dites Camille, préoccupés par ces questions écologiques. Ça les tient à cœur. Ils sont complètement convaincus qu'il faut faire quelque chose à ce niveau-là, mais ils ont besoin de rêver. Ils ont besoin de vouloir explorer le monde. Et ici, on a une figure qui essaye de concilier les deux, imparfaitement, c'est certain, mais il y a quelque chose d'inspirant, parce qu'on ne peut pas non plus être dans quelque chose de, une espèce de décroissance totale. Il faut continuer à inventer des choses, explorer le monde, et je pense qu'on a quelque chose à inventer, très imparfait, mais on a quelque chose à inventer. Moi, j'ai été touchée par cet enthousiasme de ces gamins qui sont là avec leur masque toute la journée, où on leur fait peur toute la journée avec cette histoire de Covid, et là, ils ont eu quelques minutes pour rêver à un monde possible. Oui, mais dans l'invention et dans les projets d'Elon Musk, il y a quand même aussi la face noire. La face noire, c'est ce qui se passe en Bolivie. Les terres rares pour trouver le lithium. Du lithium, on en a besoin pour fabriquer les Tesla et pour fabriquer toute l'électricité, puisque Elon Musk, il veut une planète et il veut des inventions qui soient électriques. On lui reproche d'avoir passé des accords aussi au Brésil avec Bolsonaro, là encore pour aller exploiter les terres rares. Et donc, l'environnement, quand ça lui profite et que ça fait grossir peut-être son capital et son portefeuille, là, est-ce que ça, c'est pas le Elon Musk qui est dans l'outrance, dans l'outrance financière et capitalistique? L'impasse dont vous parlez, celle des terres rares qu'il faut effectivement pour produire des batteries, ce n'est pas l'impasse de Elon Musk, c'est l'impasse du véhicule électrique en général. Il pousse Elon Musk sur ce sujet. C'est ce qui le fait grandir, c'est ce qui le fait grossir, c'est ce qui fait grossir son capital. Mais il investit tellement dans l'innovation que lui-même reconnaît que les techniques... C'est l'histoire du pollueur-payeur. Je paye pour le droit de polluer. C'est ça, c'est facile pour lui de faire un tweet en disant je fais 100 millions comme ça, pour lui c'est rien, c'est un pourcentage infime de ce qu'il gagne. Le reste du temps, c'est s'attaquer. Ce qui est important, c'est de s'attaquer. C'est important qu'il s'attaque au vrai fond du problème et qu'au lieu de faire rêver avec des choses très lointaines, se rendre compte qu'il y a assez à rêver sur cette terre. Son rêve, il a un coût. Il y a assez à rêver pour cette terre. Il y a de quoi s'émerveiller. Je dirais qu'il se rachète une morale ensuite quand il dit il faut planter, il faut replanter des arbres, il faut faire une compensation carbone et tout. Oui, mais quand on met de l'argent sur la table pour innover
c'est qu'on considère que la situation actuelle n'est pas la bonne. Donc ensuite, de deux choses l'une, soit on considère, prenons l'exemple du véhicule électrique, qu'on reste à l'essence et au gasoil, c'est une option, soit on bascule à un autre modèle, mais ce modèle va nécessiter de l'innovation, et l'innovation nécessite des capitaux. Et c'est précisément ce que fait Elon Musk. Mais cette innovation ne peut pas se faire au prix de la vie des gens. Et c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de terres rares. Mais là, vous mettez en cause le véhicule électrique dans toute sa splendeur. Absolument. C'est un débat qu'on peut avoir sur la souveraineté minérale qui n'a rien à voir avec Elon Musk. Et c'est vrai que nous, Européens, nous, Français, avons renoncé à notre souveraineté minérale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui extrait les métaux précieux en Afrique dans des conditions économiquement ravageuses. Il y a une hypocrisie générale. Mais cette hypocrisie, c'est pas celle de Elon Musk, c'est celle de Elon Musk et de tous les constructeurs automobiles et de tous les gouvernements qui ont décidé de faire de la priorité. Il fait plus que les États quand ça vous arrange, et puis par contre, quand dans ce cas, c'est pas sa faute si pour les terres rares, pour ce genre de choses. En fait, il faut savoir dans quelle mesure. Bah si, vous disiez au début qu'il faisait plus que tous les États quand c'était pour l'innovation, mais par contre, quand c'est internaliser ses coûts externes et toutes les conséquences qu'il peut avoir sur la planète et sur la vie des gens. Là, d'un coup, c'est la faute. Enfin, on se range derrière les États. Il y a une grande différence entre les États et Elon Musk, c'est qu'il y en a un qui met de l'argent sur la table pour innover, premièrement. Et deuxièmement, il faut choisir votre camp. Soit vous voulez que les véhicules roulent avec de l'essence, soit vous acceptez qu'il y ait une transition qui se fasse avec de l'électricité, mais se pose une autre question, celle de la souveraineté minérale et du développement technologique et scientifique. Et c'est ce que fait Elon Musk. Alors, est-ce qu'Elon Musk est un modèle à suivre? On a besoin d'Elon Musk, on doit saluer son innovation, son inventivité. On y va pour voir ce que vous avez pensé des arguments de Rafik Smati. Convaincu? On a besoin d'Elon Musk, c'est un exemple à suivre, Alain Duhamel? Au total, plutôt oui. Plutôt oui. Un bon point vert pour Rafik Smati. Pas un bon point, un point. Un point. Thérèse Argot. Moi, je pense qu'on a besoin de modèles, on a besoin de modèles comme cela, et on doit accepter que ces modèles soient imparfaits. Voilà, on peut avoir des nuances et une complexité dans le personnage, mais ça fait quand même du bien d'être dans l'innovation. Convaincu, Thérèse Argot. Je suis vraiment désolée, mais en tout cas... Camille Etienne. J'ai besoin de gens qui soient capables de retrouver cette humilité et de comprendre qu'on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini aux ressources limitées, que le progrès humain ne peut pas tout. Mais donc je ne suis pas convaincue par ça. Il propose précisément de repousser les limites du fini. C'est peut-être ce que vous n'avez pas saisi. Je l'ai très bien saisi, je suis absolument pas d'accord. Dans un instant, on va parler avec Thérèse Argot, faire le procès en 90 secondes de mai 68. Parce que les récentes affaires d'inceste ou de pédophilie rappellent une époque, mais simplement, puisque la priorité doit rester l'actualité, avec Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV, on va voir les conséquences encore de l'affaire Duhamel telle que ça a été révélé par Olivier Duhamel, bien sûr, vous avez raison de le préciser. Et il n'y a strictement aucun lien de parenté, mon cher Alain Duhamel, mais c'est vrai, avec le livre de Camille Kouchner, Dernier développement, Philippe Corbet. Oui, Frédéric Mion, le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, démissionne. C'est une information que vous révèle BFM TV ce soir. Frédéric Mion était accusé, on lui reprochait d'avoir été mis au courant des accusations d'inceste d'Olivier Duhamel et de ne pas avoir agi en conséquence. Frédéric Mion a reconnu depuis plusieurs semaines qu'il avait été prévenu par Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture, ancienne députée, enseignante à Sciences Po. Il était alors allé voir Jean Veil, avocat et ami de Olivier Duhamel, qui l'avait rassuré. En tout cas, Frédéric Mion n'avait pas prévenu sa hiérarchie. C'est ce qui lui est reproché par un certain nombre de personnes, y compris à Sciences Po, des étudiants. Alors, dans un projet de lettre qu'il envisage d'envoyer dans les prochaines heures aux étudiants pour annoncer sa démission, Frédéric Mion souligne qu'il n'a jamais eu connaissance des crimes reprochés à Olivier Duhamel, qu'il n'y a eu aucun système de protection au sein de Sciences Po, mais reconnaît qu'il y a eu parfois peut-être des maladresses de langage dans son expression, et donc c'est au nom de ce trouble qu'il justifie sa démission ce soir de Sciences Po. Voilà, dernière information, Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV. Et on va revenir maintenant avec, qui va vous convaincre, avec Thérèse Argot. Donc, on a ces récentes affaires d'agression sexuelle ou de pédophilie publique, étalées en place publique, via des livres ou des accusations. Elles sont souvent rattachées à un contexte, à une époque où l'acte sexuel avec un adolescent, avec un mineur, passait, et je mets des guillemets bien sûr. Hier soir d'ailleurs sur BFM TV, l'enquête sur l'affaire Duhamel, un témoin évoquait cette époque et ce contexte. On l'écoute. J'ai assisté un jour à une conversation qui m'a mis hors de moi. Il y avait en face de moi des amis de Duhamel et qui disaient quand même à 13 ans, on sait ce que l'on fait. Pardon? Ça s'appelle dédouaner. Puisque Victor savait ce qu'il faisait. À 13 ans, il savait ce qu'il faisait. Non, vous allez vous plaisanter ou quoi?
Ils ont dédouané pour une génération. Alors le ministère de la Justice veut faire changer les choses. Un âge de consentement à 15 ans, une mesure d'écart d'âge à 5 ans, une prescription glissante. Alors la faute à mai 68, effectivement, à une époque, Thérèse Argot, philosophe, sexologue, 90 secondes pour convaincre, c'est à vous. Quelle journée, quelle période. Et la journée, elle a commencé avec 4 nouvelles plaintes qui ont été déposées à l'encontre du couple Louvain. On a ouvert la journée comme ça avec le journal Le Monde, dénonçant des agressions sexuelles et des viols. Les affaires de pédocriminalité pleuvent en ce moment, et particulièrement depuis la sortie du livre de Camille Kouchner, La Famiglia Grande, qui a suivi en fait ce livre de Vanessa Springora en janvier dernier, enfin 2020. Il était temps. Il était temps évidemment que la parole se libère. Mais si vous avez lu les livres, et je dis bien si vous avez lu ces livres de Vanessa Springora ou de Camille Kouchner, eh bien, si vous avez écouté ces récits, vous conviendrez avec moi que nous assistons actuellement au procès d'une génération, au procès d'une époque, au procès de la génération 68, c'est la génération des 68 arts. Alors vous allez me répondre tout de suite que l'inceste a toujours existé, que la pédocriminalité a toujours existé et partout. Et d'ailleurs, on sait bien que la pédocriminalité, on l'a beaucoup trouvé dans l'Église, par exemple, et l'Église qui est totalement réfractaire aux idées de la libération sexuelle. Et donc on pourrait balayer comme ça cet argument. Sauf que je tiens à préciser une chose, c'est que dans l'Église, par exemple, vous ne trouverez jamais personne dire que la pédocriminalité est quelque chose de positif. Parce que d'abord, il y a un interdit, c'est qu'on ne peut pas avoir de relations sexuelles en dehors du couple marié. Donc tout le monde sait très bien que c'est mal et que c'est pas bien et que c'est dit. Vous ne trouverez personne non plus dans des familles disant que c'est positif, dans les familles traditionnelles. Sauf qu'ici, on a des personnes qui défendent la pédocriminalité, qui la défendent au nom d'une idéologie. Il est interdit d'interdire, jouissez sans entrave, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de repères, il n'y a pas de père. Et c'est dans ce climat-là que ces affaires reviennent. Le procès de 68, les dégâts de mai 68, Alain Duhamel, d'accord ou pas? Je suis le seul Débat, ici, ouais. en 68, Place au débat. avoir été un jeune adulte. Ouais. Bon, qui ait eu, au moment de mai 68, un déferlement de liberté au pluriel, quelque chose qui, sur le plan sexuel, a été à la fois des transgressions, des épanouissements, en tout cas des innovations, il n'y avait aucun doute. Il ne faut pas oublier qu'en France, mai 68 avait commencé par le refus à Nanterre des autorités d'accepter que les garçons puissent, le cas échéant, avoir accès aux chambres des filles, si elles le souhaitaient. Et que, bon, enfin, il y a eu cette dimension-là. Est-ce qu'elle était spécifiquement pédophile? Alors franchement, je n'ai aucun souvenir qui aille dans ce sens. Ce que je me rappelle très bien, c'est des textes imbéciles signés par des célébrités. C'est difficile de dire imbécile. C'est quand même Simone de Beauvoir qui signe ces textes, Jean-Paul Sartre. On a quand même les grands penseurs de notre société. C'est ce que j'appelle des textes imbéciles signés par des gens intelligents, voire des génies. Voire des génies. Oui, non, mais d'accord, mais d'accord. Donc on ne peut pas juste dire comme Jack Lang, c'était une connerie. Non, c'était une connerie organisée, c'était une autre connerie pensée. Non, mais attendez, la différence, c'est que moi, j'ai rien signé. Oui, bien sûr, ne nous mettons pas dans le même... Alain Duhamel, continuez votre raisonnement. Alors, donc, il y a eu, en simplifiant, une libération sexuelle d'adultes. 2, il y a eu des textes, à ce moment-là, il y a eu une espèce d'effervescence absolument incroyable, et dans tous les domaines, mais dans celui dont vous parlez en particulier, il y a eu des textes indéfendables, et que d'ailleurs je trouvais indéfendable à cette époque et que je trouve toujours indéfendable aujourd'hui. C'est tout à votre honneur. Bon, oui, enfin c'est banal aussi. Je ne suis pas un héros parce que je pense ça, simplement à l'époque je le disais, ce qui n'était pas tellement fréquent. Pour le reste, je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait eu dans cette libération à cette époque-là, précise, dont je me rappelle vraiment très bien, d'ailleurs j'ai fait un livre avec Raymond Aron là-dessus, donc j'ai quand même des souvenirs précis. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu une dimension pédophile perceptible en dehors de ces textes à un moment où les meilleurs écrivaient les pires des choses. Bon, et ce qui moi, le souvenir que j'ai gardé de cette période, c'est surtout, et je pense que, enfin bon, j'allais dire c'est plus intéressant, non, ça serait discourtois, mais c'est que ce sont toutes les formes classiques de l'autorité dans la société qui ont volé en éclats. Ouais. Et ça, c'était vrai dans les universités, mais c'était vrai dans les églises. On a vu des vicaires qui s'en prenaient à leur évêque, ce qui était totalement imaginable. C'était vrai dans les entreprises où on voyait des cadres supérieurs qui contestaient l'autorité du patron, bien sûr, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Mais cette permissivité... Et c'est ça le grand changement. La permissivité, ou la permission aboutit à la permissivité.
qui a elle-même abouti au plus de tabou, interdit d'interdire ou jouissons sans entrave, dans lequel se sont engouffrés tous les vices à ce moment-là. Bon, et c'est bien une époque qui l'a permis. C'est une phase. Vous avez raison, à condition de ne pas oublier que 1 mois après, la majorité de la France votait contre ça, ostensiblement contre ça, très largement contre ça. Et que, oui, bien sûr. Oui, c'était au mois de juin, et le mois de juin est assez proche du mois de mai. Oui, mais on avait ouvert le portail. Même cette année-là. Non, mais aux excès. Mais attention, c'est pas la même chose s'est passée dans beaucoup de sociétés occidentales à ce moment-là. Hein, alors, je ne suis pas du tout en train de donner des circonstances atténuantes, c'est le contraire de ce que je pense. Mais je pense qu'il faut replacer ça dans le contexte, l'explosion de l'autorité. Alors, le regard de la jeunesse, Camille Etienne, sur ces affaires, est-ce qu'on doit refaire le procès d'une époque? Très honnêtement, moi en mai 68, j'étais loin d'être même un projet pour mes parents qui ne s'étaient pas encore rencontrés. Mais vous parliez déjà très vite. Peut-être, en tout cas, on verra. Mais en tout cas, ce qui est certain, enfin, moi, ça me paraît, c'est peut-être naïf comme position, mais ça me paraît complètement fou de dire que des gens qui prenaient une liberté sur plein de choses, qui prenaient une libération aussi de la parole, puissent avoir eu dans la tête de défendre. On parle même pas de liberté ou pas de liberté. Là, on parle de gens, d'hommes, parce que c'est plus d'à 90% des hommes, c'est qui violent des enfants. Donc en fait, à aucun moment, je pense que des gens peuvent défendre ça sciemment et que ce soit une idéologie, quelque chose qui soit conscientisé, qui soit intellectualisé. C'est un crime, ça a toujours été. La pétition de 1960. Elle a été conscientisée, elle a été justifiée par des idées. C'est ça, en fait, simplement ce que je veux dire. Hein. Je précise bien. Je dis bien que ça a toujours existé. Hein. Je dis juste qu'ici, on a un phénomène particulier. Vous devez lire Vanessa Springora, vous devez lire Camille Kouchner, parce qu'elles expliquent qu'en tant qu'enfant, elles vivaient dans des familles où il n'y avait pas de repères, de limites d'interdit. Et c'est là que c'est intéressant. Alors, je vous dis vraiment, on a fait, et on devrait encore le faire, hein, le procès d'une institution comme l'Église. Pourquoi il y a eu la pédocriminalité aussi là? Mais ce sont des sujets un petit peu différents, et ce serait intéressant que collectivement, on s'interroge sur l'omerta, sur la loi du silence. Cette époque. Et pourquoi la loi du silence, elle a eu lieu par rapport à ces affaires-là? C'est que dès lors qu'on n'a pas d'argument, on va dire, idéologique pour dire c'est mal, ça fait du mal, eh bien on n'ose pas dire. Et donc tout le monde reste un petit peu dans le silence. On dit tout le monde le savait, mais personne ne disait rien. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'argument pour dénoncer. Et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant on a le témoignage d'enfants qui disent malgré cet environnement sans repère, j'ai ressenti toute la douleur et j'ai souffert. Et c'est la force de ces témoignages mais pour moi, qui vient déconstruire une idéologie. Ça, je suis d'accord, mais je pense pas que c'était les idéologies politiques qui étaient internalisées par des enfants de 12 ans. Je pense que c'est parce que c'était des adultes. C'était les adultes. Oui, mais c'est des adultes qui, en fait, c'était surtout qui imposaient leur idée. Oui, mais qu'en tant qu'enfant, en fait, c'est une parole d'autorité qui nous viole. Donc en fait, c'est ça qui est extrêmement dangereux, extrêmement difficile. C'est que quand on nous dit, quand c'est la personne qui nous dit, notre parent, si je peux finir 2 secondes, qui nous dit, notre parent qui nous dit, c'est comme ça qu'on doit grandir, c'est comme ça qu'on doit être, c'est comme ça qu'on doit faire. Évidemment que quand il vient nous voir le soir dans notre lit, mais qu'on n'ose pas remettre ça en cause. Oui, et c'est pas parler de la libération de la parole. Je trouve que c'est un petit peu dangereux parce que c'est faire comme si les gens n'avaient pas envie de parler. Ils ont toujours essayé de parler ces victimes, mais c'est surtout qu'on ne les écoutait pas. Mais c'est sur ça qu'il faut qu'on se pose la question. On les écoutait pas. Il y a assurément un fait civilisationnel aux alentours de mai 68, avec non pas toute la génération 68, mais peut-être une partie de l'élite de la génération 68, qui est responsable d'une grande partie des maux d'ailleurs que nous subissons aujourd'hui. Et s'agissant de la cause écologique, c'en est une. Parce qu'on est rentré dans une mentalité de course effrénée au néant, zéro limite. Et il y a quelque chose d'assez malsain, et je rejoins totalement madame lorsqu'elle... Mais 53 ans après, on doit dire que c'est encore 68 ? C'est les conséquences, ouais. Oui, parce qu'il y a eu des conséquences lourdes sur ce qu'est la société aujourd'hui. Le renoncement à l'esprit de conquête, c'est une période où nous nous sommes désarmés moralement, intellectuellement, philosophiquement, et on le paye aujourd'hui. Et dans tous les sujets, et y compris d'ailleurs ce que l'on voit dans nos quartiers, etc., c'est la conséquence directe de l'idéologie qui a été impulsée à partir de sur 2 ou 3 générations. Exactement. Il faut savoir une chose, c'est que les parents de la génération 68 ont fait la guerre, ont fait des choses exceptionnelles. C'est eux qui ont inventé Internet, c'est eux qui ont mis en place le nucléaire, le TGV, etc. L'élite de la génération 68 a été dans une posture de luxure et de jouissance. Et la jouissance, évidemment que je simplifie, mais la luxure et la jouissance, ça me fait penser au tableau de Thomas Couture au musée d'Orsay, les Romains de la décadence. Et quand j'entends ce que dit madame sur certaines pratiques, notamment pédophiles,
Alors évidemment, il ne faut pas que la génération 68, que mai 68 soit l'arbre qui cache la forêt de la pédophilie. Vous avez raison. C'est pas ce que j'ai dit. Si vous m'avez bien suivi, c'est pas ce que j'ai dit. Vous avez raison de le dire. Mais il y a on malgré assiste tout à un ce fait procès-là civilisationnel. aussi. On a fait le procès de l'Église. Et c'était un procès très important. Moi qui travaille aussi beaucoup dans ce milieu-là, je pense que c'était très important de le faire. On fait aussi le procès d'une idéologie. Et c'est là que c'est aussi intéressant d'attaquer les fondements et les idées. Alain Duhamel. Alors d'abord, quand on parle d'idéologie, il y avait plusieurs dimensions à cette époque-là. Il y avait la dimension de la libération individuelle, ça c'est un fait. Il y avait aussi, ce dont vous ne parlez pas du tout, par exemple, une espèce d'utopie révolutionnaire avec des formes différentes. Non mais on est d'accord, on n'est pas d'accord. Je ne vais pas après coup dire j'étais d'accord, je n'étais pas d'accord. Bon, mais il n'empêche que ça existait. Donc il ne faut pas réduire ce qui est idéologique à ce qui a été un débordement aberrant. Et moi, ce qui me frappe, c'est pas du tout que la pédophilie à cette époque s'est brusquement embrasée en France. C'est que dans un petit milieu bien spécifique que je connais en plus. Donc dans ce petit milieu-là, il y a eu brusquement une forme de fièvre, d'inconscience, de débordement et d'absence de limite morale. Mais c'était un petit milieu. Et ce petit milieu-là, il ne doit évidemment pas effacer ce qui se passait dans l'ensemble de la société, qui malheureusement était 9 fois sur 10 dans les familles, qui était dans des institutions religieuses, mais qui était aussi dans les institutions où simplement il y avait des enfants. Dès qu'il y avait des enfants dans une institution, quelle qu'elle soit, il y avait des risques de ce genre, malheureusement. Eh bien, vous avez lancé le débat, on l'a tenu pendant 10 minutes et on va voir si ce procès de mai 68, vous avez raison de le faire, hein, Thérèse Argot. C'est parti. Convaincu ou pas, Rafik Smati? Oui, on fait le procès 68. Oui, parce que faire l'inventaire du passé, c'est la meilleure façon de construire l'avenir. Un verre pour Thérèse Argot de la part de Rafik Smati. Étienne. Tant pis, je vais vraiment passer pour celle qui est contre tout dans le cliché de l'écolo. Mais je vais lire en tout cas. Merci pour ces conseils de lecture. Je le ferai avec plaisir. Mais je pense malheureusement pas. Enfin, en tout cas, vous voulez pas le faire procès d'une époque. Vous dites ça parce que vous n'avez pas lu le livre. On en reparlera dès que je vous envoie un message. Lisez et puis on en reparle. Alain Duhamel. Moi, j'ai lu les livres. Ça m'arrive assez souvent. Ce qu'ils expriment correspond à ce que je comprends et à ce que je ressens. Mais je trouve que l'axe, je ne parle pas des livres, et je ne parle pas de ce qui se passe maintenant, mais de ce qui se passait à l'époque, est trop réducteur. C'est-à-dire que vous mettez l'accent sur quelque chose qui a existé dans un milieu donné, mais il y avait bien d'autres choses, et surtout, malheureusement, le phénomène de tout ce qui mettait en péril des enfants était bien entendu très antérieur, est très largement répandu dans toutes les strates de la société, mais je suis d'accord avec vous. Et il y a eu une petite strate de la société qui s'est crue autorisée à assumer ce qu'elle faisait, et ça, c'était nouveau. Parlons maintenant de 2022 avec Alain Duhamel, la ligne de départ pour l'élection présidentielle. On compte déjà quelques candidats avec le dossard sur le dos, affirmés ou potentiels. On en a 3, Marine Le Pen, Xavier Bertrand, Jean-Luc Mélenchon. Compilation de déclarations. Jamais je me suis senti aussi prêt à gouverner que maintenant. J'ai dit en septembre dernier que j'y pensais, que je m'y préparais. Je suis effectivement déterminé. C'est donc très tôt que j'ai fait part de ma volonté de préparer la présidentielle. Voilà, vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon, Xavier Bertrand et Marine Le Pen, mais on n'a pas entendu de candidat qui incarne véritablement la gauche. La gauche est-elle introuvable ? 90 secondes à Alain Duhamel. En tout cas, je la trouve masochiste. Parce que la gauche, aujourd'hui, à l'échelle présidentielle, d'après les éléments dont on dispose, alors c'est 15 mois avant, bien entendu, mais d'après les éléments dont on dispose, toute tendance confondue, elle est à peu près à 27 ou 28%. Donc dans une situation très difficile. Et devant ça, qu'est-ce qui se profile, qui est, à mes yeux, masochiste ? C'est une division insurmontable. Bon, vous avez Jean-Luc Mélenchon avec tout le talent et la culture qu'on lui connaît, avec aussi des idées qui sont au sens propre révolutionnaires. Il veut changer de république, de régime, de société et d'économie. Bon, et il dit aux autres, ralliez-vous à mon panache rouge. C'est moi que vous suivez et ce sont mes idées que vous acceptez ou pas. Bon, vous avez les écologistes qui sont une force montante, importante.
on y voit déjà deux tendances s'exprimer. L'une de l'écologie dite raisonnable, dite à l'allemande, bon, et l'autre, Éric Piolle, le maire de Grenoble. Oui, et l'autre, Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui, dans, par exemple, son interview de ce matin dans Les Échos, est hallucinant. On a l'impression, bon... vous avez Anne Hidalgo, qui a des qualités, qui est organisée, méthodique, opiniâtre, mais qui veut être candidate. Vous avez, personne ne sait pourquoi, Montebourg, qui brusquement passionne la presse. Je veux dire, ça n'est pas gérable. Tout simplement. Ce n'est pas gérable. La gauche introuvable. Camille Etienne. En tout cas, oui, là pour le coup, je suis plutôt d'accord sur le fait que de l'extérieur, c'est vraiment important qu'il y ait un vrai candidat qui allie en effet toutes ces idées qui se parlent entre eux en fait déjà, et qu'on arrive à avoir un candidat entre les écolos, entre la gauche, qui puisse porter des idées ambitieuses, qui soient pas celles du gouvernement actuel et pas celles de l'extrême droite. Et aujourd'hui, je me demande qui va l'incarner. Ouais. Vous avez une idée en tête ou pas, vous ? Moi, très honnêtement, j'attends de voir quels seront les candidats et je regarderai qui est le plus ambitieux sur les questions de justice sociale et climatique et je reviendrai. Priorité au climat de toutes les manières. En fait, on parle quand même de la survie de l'humanité et de l'intégralité du vivant, donc je pense que ça devrait être la priorité d'à peu près tout le monde. A priori, il y a quelqu'un à qui vous feriez un petit peu plus confiance qu'à d'autres sur ce terrain-là ou plus pas? Jadot ou Piolle? J'attends de voir des programmes. Non, mais plus Yannick Jadot ou Éric Piolle? J'attends de voir des idées, des programmes. Donc pour le moment, il n'y a pas de candidat à gauche qui se dégage pour vous. Mais ils ne sont pas tous en plus encore. On va voir comment est-ce qu'ils décident de faire entre eux en fait. Est-ce qu'ils vont faire de primaire ou pas? Est-ce qu'ils vont sortir chez les Verts, elle est prévue pour le mois de septembre, si je ne m'abuse. En fonction de qui sortira, on pourra voir sur les programmes. On n'est même pas sûr qu'il n'y ait qu'un candidat écologique. Il se peut très bien qu'il y ait des primaires avec un candidat désigné par les militants et puis que quelqu'un d'autre soit également candidat. Et quand il y a deux candidats, assez souvent les militants écologistes, je ne dis pas les électeurs écologistes, mais les militants écologistes choisissent le plus mauvais. Oui, c'est-à-dire celui qui leur ressemble le plus plutôt que celui qui est le plus populaire vers lequel pourraient aller les Français. Je crois qu'ils sont très égalitaristes et qu'ils se méfient beaucoup des têtes qui dépassent. En tout cas, les écologistes, chaque fois, n'ont pas fait le bon choix quand il s'agissait de le désigner en intérieur. Oui, ça, il y a des précédents. Je vais dire quelque chose La gauche introuvable. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. La gauche, si on regarde l'échiquier politique, l'Assemblée nationale, l'hémicycle, oui, effectivement, elle a disparu. Elle est nulle part. Mais là où je peux peut-être vous titiller et vous provoquer, c'est que si on regarde les choses d'un point de vue plus politique ou idéologique, moi j'ai envie de vous dire que la gauche est partout. Et y compris dans les partis qui se sont prétendus être de droite. Je vais parler d'un sujet que vous avez identifié la semaine dernière comme étant ma fixation, ma marotte. Quand vous avez eu des partis de droite qui ont augmenté la dette publique, qui n'ont pas réformé l'État et qui ont baissé les budgets régaliens, moi j'appelle ça une politique de gauche. Donc quelque part, la gauche, elle est peut-être nulle part dans l'hémicycle, mais elle est partout dans les mentalités politiques de notre pays. Et c'est peut-être là où il va falloir corriger le tir. Oui, alors là, je crois que c'est assez amusant comme argument. Et vous avez fait allusion directement à la période de Nicolas Sarkozy. Je pense que l'électorat de gauche se reconnaissait assez peu en lui. Et je crois que les qualités et les défauts qu'il avait, mais à commencer par ses qualités, n'étaient pas du tout typiquement de gauche, bien au contraire. Non mais si vous voulez... non, mais j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Plus 600 milliards de dettes, pas de réforme de l'État, moins de régaliens. En ce qui concerne Nicolas Sarkozy, il a quand même eu à gérer 3 crises, et pas n'importe lesquelles, et notamment celle de 2008, qui a été une crise très importante, et où... il a été à la hauteur des circonstances, ce qui n'était pas donné d'avance. Comme tous les chefs d'État européens. Non, pas du tout. Alors, absolument pas. Alors là, vous vous trompez complètement. Angela Merkel, que tout le monde célèbre, ne voulait pas bouger d'une oreille et elle n'a commencé à accepter de faire quelque chose que quand elle s'est aperçue que les banques allemandes, c'est-à-dire pour l'essentiel, en l'occurrence les banques des Länder, de chaque land, étaient toutes brusquement au bord de la faillite. Et à ce moment-là seulement elle a bougé. S'il n'y avait pas eu quelqu'un pour lui hurler aux oreilles avant, ça aurait été une catastrophe. Et ça n'a rien à voir avec la gauche. Mais alors, Thérèse Argot, la gauche masochiste, la gauche introuvable. Quand je vous entends, je me dis heureusement que je suis belge. Je ne dois pas voter en France, mais je remercie. Vous avez tenu son gouvernement pendant quelques mois. Exactement, on est capable de beaucoup de choses. Du pays absurde par excellence, mais j'adore mon pays. Mais comment est-ce qu'on fait quand on est français aujourd'hui pour avoir des figures inspirantes, des figures qui permettent aussi de relever les défis qui sont les nôtres? Et moi, je m'inquiète en me disant, mais quelle panique, quelle angoisse de ne pas savoir pour qui voter. Et moi, je m'inquiète de voir ce manque de personnalité qui se dégage. On me posait la question à vous, Camille, je dis, mais je ne sais pas trop, je vais rencontrer le programme. Mais c'est quand même inquiétant
de ne pas avoir de figure inspirante politiquement. Donc oui, il y a du masochisme, mais il y a aussi un vrai problème, aussi une crise un peu du politique. On a besoin d'avoir de nouvelles figures. Je crois que c'est quand même beaucoup lié aussi aux circonstances, c'est-à-dire au Covid et à la crise économique et sociale qu'elle entraîne et qui produit un effet quand on se trouve dans une phase tellement nouvelle, tellement instable, tellement imprévisible. C'est difficile pour des figures qui se veulent nouvelles à une élection d'émerger parce qu'on ne les entend pas. Non. Ça peut être propice. Non. Pas au pire de la crise. Quand on sera à 6 mois, c'est-à-dire en septembre, à ce moment-là, peut-être. Oui, mais quand on sera à 3 mois, il y a quand même quelques contre-exemples majeurs. Mais à gauche. Parce que c'est à gauche. Aujourd'hui, c'est à gauche qu'on cherche. Il y a quelques contre-exemples majeurs. Vous dites que les crises ne sont pas propices à l'émergence de nouvelles têtes. Prenez Charles de Gaulle. Mais non, je ne parle pas du tout de guerre. L'histoire s'écrit dans les crises. Mais oui, j'ai compris ça depuis un certain temps. En ce qui concerne De Gaulle, ou en ce qui concerne Churchill, ou en ce qui concerne Roosevelt, et même en ce qui concerne Staline, évidemment que dans les périodes de guerre ou dans les périodes de révolution, on voit des têtes nouvelles s'imposer. Mais la crise qu'on traverse, qui est aussi grave que des guerres, parce que les conséquences économiques et sociales sont durables et que les conséquences médicales qui émergent sont peut-être elles aussi durables et susceptibles de se renouveler. Ces crises-là, au départ, sont pour le débat, sont pour le débat politique des étouffoirs. C'est d'ailleurs en ce moment, on parle du Covid et on ne parle très peu de politique. Bien sûr. Très peu. Mais sauf que là, vous dites la gauche masochiste et la gauche introuvable. Ou alors, il y a peut-être... À droite, il n'y a déjà pas pour l'instant. Mais la droite, elle est au pouvoir. Elle est au pouvoir. Mais si. Les Républicains... Bruno Le Maire, il vient des Républicains. Jean Castex, il vient des Républicains. Gérald Darmanin, il vient des Républicains. Édouard Philippe venait des Républicains. Et c'est quand même une politique un peu plus à droite qu'à gauche qui est menée, Alain Duhamel. Il y en a d'autres qui viennent de la gauche. Mais c'est pas eux qui ont les principaux ministères. Vous n'allez pas me dire que, ça dépend desquels, le ministère des Affaires étrangères, c'est un grand ministère, par exemple. Le ministère de la Santé, il me semble qu'en ce moment, il a une petite importance. Et il me semble que son titulaire ne vient pas de la droite, me semble-t-il. C'est vrai, mais l'ancien Premier ministre venait de la droite et au ministère de l'économie et autres, ce sont quand même des personnalités de droite. Ce que j'étais en train de commencer à dire, c'est que les Républicains ne sont pas au pouvoir. LR n'est pas au pouvoir. Et qu'il est possible que quelqu'un sorte de LR, que pour l'instant, personne ne s'impose, mais que ça ne veut pas dire que personne ne surgira. On n'en sait rien. Alors qu'à gauche, le fait de se diviser de façon inexorable comme ils le font, ça, c'est un handicap à peu près insurmontable. D'accord, mais encore faut-il incarner une idée de gauche ou un projet de gauche rassembleur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'être de gauche et qu'est-ce que rassembler ? Aujourd'hui, c'est surtout la question à poser, elle est là. Mais c'est bien pour ça que je vous dis que les divisions de la gauche sont insurmontables en ce moment. Donc ils n'y arriveront pas pour 2022. Et que d'ailleurs, ça n'est pas une bonne nouvelle en soi. En tout cas, à mes yeux, ça n'est pas une bonne pour nouvelle. La démocratie et pour le débat politique. Pour l'équilibre d'un pays, bien sûr. Eh bien, on y va. On va voir ce que vous en avez pensé. C'est l'heure du verdict, du rouge, du vert. Pas rose sur ce coup-là. La gauche masochiste, la gauche introuvable, Rafik Smati. Oui, on ne peut pas être contre ce que vous venez de dire. La nuance près que j'ai émis que le sujet pouvait être un petit peu élargi. Donc un vert pour Alain Duhamel. Camille Etienne. Si de dire c'est qu'aujourd'hui, en effet, c'est un petit peu éclaté, que ce serait vraiment pour envoyer moi le signal de dire c'est vraiment important. Non mais très éclaté, c'est vrai. C'est le mot. Si l'idée c'est de pouvoir envoyer un signal en disant unissez-vous, c'est important qu'on ait ce contre-pouvoir-là et qu'on ait cette proposition-là à la fois qui mêle la justice sociale et climatique. Dans ce cas, oui, je soutiens ça et je mets un vert aussi. Thérèse Angot. La gauche, elle n'est pas en masochiste, elle est en faillite. Et pour moi, c'est différent. D'accord, donc convaincu par ce qu'a dit Alain Duhamel ? Justement, je ferai une nuance. Non, pas forcément, je disais elle n'est pas masochiste, elle est en faillite. D'accord, donc pas convaincu par ce qu'a dit Alain Duhamel. Et on va terminer donc deux verres en rouge. Alors tout s'explique. On va terminer avec Camille Etienne, militante écologiste. Comme on l'a compris depuis le début de l'émission, le président Macron, dans un tweet, s'est félicité que la France ait fait baisser les gaz à effet de serre en 2019 de moins 1,7%. C'est au-delà de notre objectif, se réjouit le chef de l'État. Voilà le résultat d'une écologie du concret et du progrès. C'est le fruit de nos efforts à tous. Avec la loi climat préparée avec vous, nous allons
encore accélérer. Camille Etienne dit non, le président nous ment. 90 secondes pour le démontrer, le prouver et pour nous convaincre. C'est parti, top chrono. Alors le petit astérix en bas de ce tweet que vous avez montré, où le président s'est félicité du fait qu'on avait baissé de 1,7% nos émissions, c'est qu'en fait c'est un objectif qu'on a nous-mêmes baissé en douce l'année dernière pour être sûr de l'atteindre. En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'après la COP 21, avec la stratégie nationale bas carbone, la France, elle visait une réduction d'à peu près pas à peu près, mais de 2,3% en 2019. Mais l'année dernière, elle a changé d'avis et elle a changé pour moins 1,5%, ce qui permet au président d'afficher un bon bilan. Donc en fait, c'est un peu comme si le prof, pour que tu aies la moyenne, il dit juste après le contrôle, il décide qu'on n'est plus noté sur 20, mais sur 10. Donc en fait, un 6 sur 20 auquel on aurait pu annoter il faut revoir la copie, il est urgent de s'y mettre, de se mettre au travail, ça devient c'est encourageant, bel effort. Et c'est pas tout à fait la même chose, surtout que là, on joue dans la cour des grands. La vérité, c'est qu'au-delà des chiffres, au-delà des objectifs, des courbes, des pourcentages, on parle de vie, de cette nature qu'on est en train d'entraîner dans notre chute et des citoyens derrière qui déjà aujourd'hui payent les conséquences du réchauffement climatique. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Alors je comprends que vous en avez peut-être pas grand-chose à faire de la parole d'une jeune de 22 ans, mais je voudrais juste rappeler que je porte ici la parole des scientifiques, des experts, de l'État qui a condamné très récemment le tribunal administratif qui a condamné l'État pour inaction face au réchauffement climatique, du Haut Conseil pour le climat, de toutes ces instances citoyennes, de ces experts qui rappellent qu'on n'en fait pas assez. Donc voilà, tout ça, ce que je voulais dire, c'est qu'au final, il faut comprendre qu'on se met en danger et que si c'est pas ça le rôle de l'État, au contraire, d'assurer la survie et d'assurer la sécurité de ses citoyens, alors je me demande vraiment à quoi ici. Donc arrêtons de nous mentir, que le chef d'État arrête de nous mentir et qu'on tienne vraiment les objectifs et qu'on agisse. Thérèse Argot. C'est une bonne, place au débat. J'aime bien la remarque avec le prof qui baisse la moyenne. Et bien sûr que par rapport à les questions d'écologie, ce n'est pas une histoire de pourcentage, c'est est-ce qu'on est aligné avec les limites de la planète. Et donc on doit avoir une façon de gérer les choses et de les calculer qui doit être tout à fait différente. Et donc c'est pas une histoire de s'enorgueillir d'avoir baissé de quelques pourcentages, et je vous rejoins tout à fait dans votre analyse, c'est de voir est-ce qu'on fait le maximum, est-ce qu'on est au top de ce qu'on fait. Et là, il y a une mentalité aussi à changer au sein des entreprises, au sein des institutions, de s'aligner avec les limites de la planète. Ça devient l'urgence et pas avec des pourcentages qui viendraient d'ici de là et qui ne seraient pas donc assez... ce genre de truc comme ça, c'est du baratin, quoi, en fait. Malheureusement, c'est du... Enfin, je ne connais pas le cas précisément, mais c'est une communication politique. On s'en fiche de la communication, je vous rejoins totalement, de notre génération, on s'en contrefiche de la communication. On ne veut pas être dans du greenwashing, on veut des engagements forts, des engagements clairs et qui sont alignés aux limites de la planète, je le répète, parce que c'est de ça dont il s'agit. Pas de pourcentage ou pas d'une bonne note. Rafik Smati. Ce que vous dites est factuellement vrai. Emmanuel Macron a fait changer les chiffres et de ce point de vue-là, on a réussi parce que la norme a été changée. Donc mais en réalité, la question que je me pose, c'est la démarche qui est la vôtre. Parce que l'écologie, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de la gauche, c'est pas forcément de gauche, c'est universel. Est-ce qu'il est bien raisonnable, nous, Français, de nous autoflageller quand on sait qu'on est quand même de très bons élèves en Europe? On émet 2 fois moins de gaz à effet de serre que les Allemands. On produit 1% des gaz à effet de serre de la planète. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Il faut investir massivement. D'ailleurs, il ne faut certainement pas fermer Fessenheim. Il faut ouvrir des nouvelles centrales nucléaires. Mais parce que précisément, ça ne produit pas de CO2. Ce qu'il faut, c'est une cohérence intellectuelle. C'est-à-dire que si notre ennemi, c'est le CO2, eh bien, on met en place la politique pour combattre le CO2. Ça passe notamment par le nucléaire. Et alors, vous parlez de la protection de la planète. Et évidemment, j'adhère, je me bats pour la biodiversité. Mais est-ce que vous cautionnez, par exemple, qu'on abatte, comme récemment en Gironde, 1000 hectares d'arbres pour construire une centrale solaire? Est-ce que vous cautionnez que l'on ravage les paysages et la biodiversité dans l'estuaire de la Gironde ou dans le massif de la Sainte-Victoire pour construire des éoliennes géantes? Là, vous parlez d'énergie renouvelle, vous ne parlez pas du tout du sujet du départ et de savoir est-ce que oui ou non la France on est assez ambitieux et l'État fait assez. Oui, mais vous pointez du doigt le manque de cohérence. Oui, mais vous pointez du doigt le manque de cohérence du gouvernement et de l'annonce d'Emmanuel Macron, ce qui est vrai. Mais j'attire et je tiens à pointer du doigt le manque de cohérence qui est, hélas, porté par une grande partie de ceux qui se déclarent écolos et qui parfois jouent contre leur camp. Alain Duhamel, est-ce que Macron nous ment? Sur ce point, il n'y a aucun doute. Ça, c'est ce qui a été raconté. Bon, c'est ce que je connaissais, donc c'est vrai. Incontestablement, baisser un chiffre pour pouvoir montrer que, etc., c'est assez enfantin.
ça ne sert à rien, ça se retrouve et c'est très dommageable. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des choses importantes qui sont faites et auxquelles la France est non seulement attachée, mais dans lesquelles elle est pilote. Que par exemple, le fait que sur le gigantesque plan européen de 750 milliards, on ait obtenu que 37% soient affectés à des objectifs écologiques, c'est quelque chose qui est complètement nouveau dans le comportement de gouvernement. Et donc, il faut à la fois reconnaître que quand quelque chose d'inexact est dit, c'est inexact. Je suis totalement d'accord avec vous pour dire que la France, qui a fait beaucoup sur le plan international, du point de vue écologique, a fait beaucoup moins sur le plan national, que c'est regrettable, que j'espère bien que ça changera, que peut-être d'ailleurs que la campagne présidentielle sera l'occasion de parler de ça, mais qu'en même temps, il y a des choses qui se font et que, comme je le disais à l'instant, le fait de se dire que sur 750 milliards, 37% seront spécifiquement organisés autour de la lutte contre, etc., je trouve que c'est un grand progrès qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a encore 10 ans. Est-ce qu'on peut s'interroger quand même collectivement sur cette petite technique de Macron qui veut se faire passer pour un bon élève? En fait, moi, ce que ça révèle, c'est ce sentiment finalement de culpabilité qu'on a par rapport à l'écologie. Et on ne vous demande pas d'agir, ceux qui gouvernent, par culpabilité, c'est-à-dire en essayant justement de se donner une bonne conscience, en se donnant une bonne note. Ça ne nous intéresse pas, nous, la nouvelle génération. On veut des actes forts. Vous êtes fatigant avec nous, la nouvelle génération. Non, mais on n'est pas mort encore. Hein. Le point important, c'est l'histoire, parce que moi, je m'inquiète du côté de l'influence et finalement de l'exemple que donne Macron. Je m'inquiète que des entreprises fassent la même chose en disant finalement, on est quand même bon élève, on a réussi à faire tel pourcentage. Et on a un peu un sentiment, on se déculpabilise. Et l'écologie devient un sujet préoccupant, certes, mais qui est souvent pensé en termes de culpabilité. Et c'est pas tout à fait juste comme moteur pour avancer. Il faut vraiment se dire qu'est-ce qui est bon. En une phrase, vous qui êtes psychologue, vous venez de commettre une énorme erreur. De pas fait, psychologue, oui, mais oui. Vous êtes psychologue au sens de qui comprend la psychologie. Oui, d'accord, très bien. Bon, d'ailleurs, je vous ai écouté. Bon, vous avez dit que Emmanuel Macron était obsédé par l'idée d'être un bon élève. C'est complètement faux. Il est obsédé par l'idée d'être le meilleur élève. C'est pas du tout la même chose. C'est bien, c'est une bonne nuance, c'est le meilleur élève. J'ai un scoop pour vous tous. Les chiffres de 2020 seront bons. Là, on parle des chiffres de 2019 en l'occurrence. Les chiffres de 2020 seront bons, pourquoi? Avec le Covid. Grâce au Covid. Donc, ça montre très bien que le fait de s'attacher aux chiffres comme une religion... Ils seront bons par accident. Exactement, c'est évidemment une impasse. Ce qui compte, c'est l'engagement écologique réel sur le terrain, par-delà les goals. Le Conseil des ministres passe la loi climat et pour l'instant, elle n'est pas extrêmement ambitieuse. Donc, on attend de voir. Mais en effet, on va en parler. Suivez ce qui va se passer demain, suivez les mobilisations qui vont en découler et regardez quels sont les décryptages aussi de tous ces mouvements. Sauf que tout le monde veut retrouver le monde d'avant, parce qu'on veut vite sortir de la crise du Covid pour retrouver peut-être nos mauvaises habitudes du monde d'avant, de la croissance, et qu'on recommence à voyager, à bouger. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas profiter de cette crise Covid pour nous réinventer du point de vue de la société, de notre mode de consommation? Je ne suis pas sûr qu'on l'ait fait, là, actuellement. Qu'on le fasse. La question que vous posiez tout à l'heure sur celle du sens, c'est important, parce que c'est bien d'avoir du mouvement. Encore faut-il avoir du sens. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que le combat pour l'environnement, le combat pour la planète, pour l'humanité, ça fait partie des choses qui peuvent donner du sens à la jeune génération, mais à toutes les générations. Voilà quelque chose qui peut nous rassembler tous. Encore faut-il que nous prenions le sujet par le bon bout. Et de mon point de vue, c'est la science et c'est l'innovation. C'est surtout la recherche et développement, quoi, en fait, c'est ça. La science dit précisément qu'il y a des limites planétaires, 9, qu'on en a déjà dépassé un certain nombre, et que c'est donc impossible de continuer une croissance infinie dans un monde de ressources limitées. Ça, c'est la science qui le dit. C'est le GIEC, c'est le dernier rapport de Météo France qui annonce aujourd'hui, si on continue comme ça, avec le niveau d'ambition actuel, mais qu'est-ce que collectivement on est prêt à changer? Est-ce que collectivement on est prêt à changer? Vous savez quelle est l'industrie la plus polluante aujourd'hui? C'est la mode. C'est la mode. Il y a transport, agriculture. Parce qu'on achète tous beaucoup trop de vêtements qui sont produits à des coûts qui sont faibles. Alors, est-ce que, plutôt que de regarder si on a baissé de 1,9, 1,7 ou quoi que ce soit les gaz à effet de serre, est-ce que collectivement on est prêt à se dire j'achète moins d'affaires, moins de t-shirts, j'ai un dressing qui est moins rempli? Ça, ce sont des actes concrets. Or, on a l'impression que quand on rouvrira,
ou qu'on repartira dans notre vie d'avant, on recommencera avec les mêmes À travers. partir de maintenant, je surveillerai le nombre de vos costumes et de vos cravates. Je vous le dis tout de suite. Vous remarquerez que j'ai à peu près toujours le même. Non, je dis que la grande question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous sommes prêts à renoncer à des choses? Et c'est ça que vous interrogez. Et donc aujourd'hui, pour suivre ça, on a cette logique de renoncement, de mettre des limites. Et je reviens. Et de se les imposer. Est-ce qu'on est prêt à accepter les limites, à accueillir les limites et à se les imposer? Oui, exactement. C'est l'autodiscipline. Peut-être la petite nuance que je mettrais là-dessus, c'est qu'il y en a deux. C'est que là, on parlait de gestes individuels. Il faut savoir quand même que si on prenait... Alors, il y a une étude qui est sortie de Carbone 4 qui montre que si tous les Français étaient parfaitement écolos, achetaient que de la friperie, étaient véganes, prenaient pas l'avion, etc., on réduirait que de 25% nos émissions de gaz à effet de serre. Le reste pèse sur les entreprises et sur l'État. Donc, on a besoin aussi d'une réponse structurelle d'un État qui met des règles, d'entreprises à la hauteur. Pour cette question de savoir renoncer, il faut aussi, pour moi, se rendre compte qu'aujourd'hui, en fait, on peut se permettre de jouir comme ça d'une consommation effrénée parce que d'autres en payent le prix de ça à l'autre bout du monde, déjà, et même chez nous. Et donc, en fait, il faut réaliser que c'est un tout petit nombre. Le dernier rapport d'Oxfam, 10% des plus riches qui émettent 52% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a déjà une énorme majorité de la planète, de la population qui doit renoncer, qu'on impose ce renoncement. L'écologie, ça peut aussi être, à l'inverse, dire oui à plus de sens, dire oui à des valeurs qui nous rassemblent, dire oui à plus de liens avec la nature, sans que ce soit quelque chose de cliché, mais que ce soit quelque chose de fondamental, parce que c'est ce qui nous manque. Il faudrait que ce soir, vous ayez, comme ça sera un bon début pour vous, Kémy Etienne, que de la couleur verte. On va voir ce qu'il en est avec nos débatteurs. Bon, sur ce point, peut-être, Macron nous ment sur l'écologie et les bons résultats de la France, Rafik Smati? Sur le point précis, Macron nous ment, oui. Sur l'idéologie que vous portez, qui est basée sur la privation et la décroissance, quand on peut faire mieux avec de la science et de l'innovation, là, je peux. Alors, convaincu ou pas convaincu par... Le raisonnement étant tellement important dans cette idée-là que je ne peux pas être convaincu. Rouge pour Rafik Smati, désolé. Alain Duhamel. Je suis malheureusement convaincu. Malheureusement, que Macron a menti. Oui, c'est délibérément, je choisis mes mots. Dès lors que c'est factuel, on n'a pas... Évidemment, si c'est vrai, et j'ai apprécié votre argument de dire l'histoire de la bonne note, c'est pas ce qu'on veut. Ouais. Merci messieurs, dames. Qui va vous convaincre revient demain avec de nouveaux débatteurs, de nouvelles prises de position de 20h à 21h. Le 120% News, ça commence dès 19h. Tout de suite le dézoom, Aurélie Casse. Bonne soirée sur BFM TV.